Nous allons passer la parole à Patrick Criqui, directeur de recherche au CNRS. Francis. Non, Monsieur Crassou, merci. Le pire n'est jamais sûr quand même. Dites-le nous. Parce que ce que vous venez de nous présenter, c'est quand même un scénario noir. Non, ce n'est pas un scénario noir parce qu'on a déjà commencé à faire quelque chose. Il y a déjà le protocole de Kyoto, etc. Donc là, j'ai fait des scénarios même sans protocole de Kyoto, vous voyez. Donc c'est plutôt une démarche presque de connaissance pour se dire si on fait rien, il faudrait connaître les mécanismes qui sont à l'œuvre si on fait rien pour savoir sur quel bouton appuyer. Si on ne sait même pas qu'est-ce qui pousse les émissions à la hausse, on ne va pas savoir comment les mettre à la baisse. Donc en fait, c'est presque un exposé en 2 temps avec Patrick qui va suivre. Je cherche à vous expliquer quels sont les mécanismes qui les poussent à la hausse pour que Patrick vous raconte comment on va les mettre à la baisse. Voilà, mais c'est pas du tout pessimiste. C'est de l'extrapolation sur le long terme. J'ai tendance à penser, mais je suis peut-être naïf, qu'évidemment ça n'arrivera pas, puisque la prise de conscience va être de plus en plus forte. Et quand on va voir que ça chauffe, enfin, voilà. C'est tout le débat mais c'est très pessimiste, mais ça montre que la prise de conscience, j'espère, va être de plus en plus forte. Merci. Patrick Criqui. Alors, on va plus parler peut-être politique de réduction. On va continuer donc au niveau des scénarios. Je vous passe la parole avec beaucoup de plaisir. Bien, je vous remercie. Et comme l'a indiqué Renaud, nous faisons un peu le même métier. Nous sommes économistes, modélisateurs. On étudie des scénarios. Et je vais reprendre le travail là où il l'a laissé, en regardant effectivement, à partir d'un premier scénario qui analyse, qui décrit ce que pourrait être l'évolution du système énergétique mondial compte tenu de l'ensemble des variables qu'il a évoquées, l'augmentation de la population, la croissance économique. Renaud a à juste titre insisté sur les incertitudes qui entourent la construction des scénarios et notre appréciation du futur. Ça, c'est un scénario possible, plausible, qui essaye de mettre en œuvre un ensemble de ressources énergétiques pour satisfaire une demande mondiale d'énergie qui pourrait être, compte tenu de la croissance des pays émergents, en gros 2 fois plus importante en 2050 qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et comme vous le voyez dans ce schéma, la raréfaction progressive du pétrole et du gaz naturel, et donc le titre de mon transparence, c'est bien pas assez de pétrole mais trop de charbon, l'évolution du pétrole et du gaz naturel conduit à un grand retour du charbon, comme l'a un peu indiqué auparavant Renaud, à l'horizon 2050, et aussi parce qu'on en a besoin d'une certaine manière pour satisfaire la demande mondiale, un fort développement et des énergies renouvelables et de l'énergie nucléaire à l'horizon 2050. On touche ici des questions qui sont sujettes à controverse, on pourra sans doute en rediscuter ultérieurement, mais lorsqu'on essaye de boucler un bilan énergétique mondial permettant de satisfaire les besoins, on a dans certains scénarios besoin et de beaucoup d'énergie renouvelable et de beaucoup d'énergie nucléaire. Alors, ce type de profil, vous les avez déjà vus chez Renault, mais c'est très important pour comprendre la nature du problème de trajectoire auquel nous sommes confrontés. Donc on a bien vu, si on laisse faire, là, on va s'inscrire sur la trajectoire en rouge, et en gros, on émettra en 2050 2 fois plus de gaz à effet de serre d'origine énergétique qu'aujourd'hui. Ce qu'il faut faire, c'est engager une grande bifurcation. Et de ce point de vue, le protocole de Kyoto est le début de la bifurcation, le début d'un changement très important, un changement de cours. Et il faudrait donc suivre plutôt la trajectoire en bleu ici, qui doit permettre d'atteindre en 2050 un niveau d'émission totale plutôt inférieur au niveau actuel. C'est ça ce dont il est question, et je dirais que le rôle des économistes et des politiques est de rendre possible les trajectoires souhaitables. Ce n'est pas quelque chose d'évident, mais c'est vraiment la tâche à laquelle nous sommes confrontés dans les toutes prochaines années, dans la prochaine décennie. Alors que font les grands pays dans ce domaine? Les objectifs européens peuvent être présentés de la manière suivante. Tout d'abord, dans le cadre du protocole de Kyoto, l'Europe s'est engagée à réduire ses émissions de 8% en 2010 par rapport au niveau 1990. C'est le losange, c'est le petit losange rouge en haut. Décidément, ça ne veut pas fonctionner. Ça, c'est l'objectif pour le court terme, pour l'horizon 2010. À l'horizon 2020, le Conseil européen du 9 mars a fixé un objectif
qui est à mon avis extrêmement important parce qu'il est, il est énoncé de manière claire et ce sont des chiffres ronds. Et je crois que ça va beaucoup structurer le devenir énergétique des pays européens au cours des prochaines années. Merci, c'est celui-là. Merci beaucoup. Donc voilà l'objectif de Kyoto pour l'Europe. Voilà les objectifs que l'Europe, depuis le 9 mars 2007, s'est imposé, s'est fixé. Et c'est l'objectif qui s'appelle 3 x 20 en 2020. Alors qu'est-ce que cela signifie? 3 x 20 en 2020, cela signifie, c'est un objectif à la fois de 20% d'efficacité énergétique supplémentaire en 2020 par rapport à ce que serait la tendance spontanée du système. Le deuxième 20, c'est 20% d'énergie renouvelable dans l'approvisionnement énergétique de l'Union. Et le troisième 20%, c'est pour obtenir une réduction d'au moins 20% des émissions de gaz à effet de serre en 2020 par rapport à 1990. Et vous voyez que cet objectif du 3 x 20 en 2020, il est ici, il va être décliné dans tous les pays membres de l'Union, et y compris en France. Il va falloir prendre en compte l'objectif du 3 x 20. Alors il va y avoir des modulations selon les pays, selon les objectifs, mais ça donne le cadre général. Comme vous le voyez, ce changement de trajectoire pour l'Europe, commencé avec Kyoto, poursuivi par le Conseil européen du 9 mars, nous conduit vers des réductions que l'on appelle facteur 2 ou facteur 4. Qu'est-ce que cela signifie? Cela veut dire qu'il faudrait diviser, selon les cas, par un facteur 2, donc diviser par 2 les émissions en 2050 par rapport à 1990, ou le facteur 4, qui est depuis 2003 l'objectif officiel de la France en matière de réduction de gaz à effet de serre sur le long terme, diviser par 4 les émissions en 2050. Donc voilà les trajectoires sur lesquelles nous devons essayer de nous inscrire. Quelles solutions? Alors on a d'abord des solutions technologiques. Je m'excuse de ce transparent en anglais, mais je l'ai volé à un collègue américain. Je trouve qu'il illustre bien la diversité des options technologiques. Alors à gauche ici, on a toutes les solutions de l'efficacité énergétique, des technologies très basses émissions. Alors, très basses émissions pour les véhicules, on peut penser aux véhicules hybrides, notamment les véhicules hybrides rechargeables ou éventuellement les véhicules à hydrogène, si on arrive un jour à avoir des technologies hydrogène fiables et à des coûts satisfaisants. On va avoir ici toutes les technologies du bâtiment, le bâtiment basse émission, voire le bâtiment à énergie positive, dont il a été beaucoup question dans le processus du Grenelle en France, dont on reparlera rapidement tout à l'heure. Et puis j'ai mis ici une image tout à fait différente, elle donne une représentation différente des technologies. ULCOS, ça veut dire, en anglais c'est Ultra Low CO2 Steelmaking, fabrication d'acier à très basses émissions de gaz à effet de serre. Et il faut noter que Arcelor, par exemple, actuellement, les grands sidérurgistes étudient des technologies qui permettraient de réduire d'un facteur 4, on retrouve ici le thème du facteur 4, les quantités d'émissions de gaz à effet de serre par unité d'acier. On a ici un deuxième portefeuille de technologies, les énergies renouvelables, que nous connaissons tous, le photovoltaïque, le solaire en collecteur thermique, les éoliennes. On a ici les énergies de la biomasse utilisées soit pour produire de la chaleur, de l'électricité, éventuellement des biocarburants, sous réserve de ce que mentionnait Renaud tout à l'heure, c'est-à-dire la potentielle concurrence pour les sols entre l'agriculture et l'alimentation. On a ici un ensemble de technologies dont il est beaucoup question, en particulier aux États-Unis, mais aussi en Chine, dans tous les grands pays charbonniers, des projets qui visent à utiliser le charbon pour produire de l'électricité, éventuellement de l'hydrogène, mais en récupérant le CO2 à la sortie des centrales et en allant stocker ce CO2 soit dans d'anciens gisements d'hydrocarbures, dans d'anciennes mines de charbon ou plus vraisemblablement dans des aquifères salins, des nappes souterraines dans lesquelles on peut stocker de grandes quantités de CO2. C'est une option majeure, reste encore à démontrer sa faisabilité technologique et économique. Et enfin, quatrième grande option, le nucléaire, avec toute la question de quel type de réacteur, génération 2, les réacteurs que nous avons actuellement, génération 3, génération 4. Je n'entre pas ici dans le détail des solutions technologiques. Voilà donc les options qui sont à notre disposition. Toute la question devient comment les mobiliser, comment faire en sorte que les acteurs économiques se mobilisent et utilisent ces nouvelles options technologiques. Alors je crois que là, pour les économistes, il est important de souligner l'importance des dispositifs d'incitation
au changement de comportement. Et hier, on a évoqué les grands climatologues. Alors, je me permettrai d'évoquer deux grands économistes qui ont été vraiment des innovateurs dans le domaine de l'identification de solutions économiques permettant de faire changer le comportement des acteurs. Alors, il y a d'abord Arthur Pigou, en 1920, qui invente les taxes environnementales. On a beaucoup parlé des écotaxes, on a parlé récemment de la taxe CO2, dans le cadre du processus de Grenelle, de la contribution climat-énergie qui a été soutenue en particulier par Nicolas Hulot. Voilà exactement, et c'est une solution qui vise à faire prendre en compte par les acteurs économiques les coûts sociaux et environnementaux de leurs actions. Deuxième option en bas, 1960, Ronald Coase, par une analyse de la possibilité d'instaurer des droits d'accès à l'environnement, des quotas d'émissions. Cette question a été évoquée rapidement hier et au travers d'une réponse d'Hubert Reeves, notamment sur que permettent de faire les quotas d'émissions. On doit considérer que ces quotas d'émissions sont à la fois une autorisation d'émettre, mais c'est aussi une contrainte. Et il est concevable que les pouvoirs publics mettent en œuvre des systèmes de quotas d'émissions en réduisant progressivement la quantité de quotas disponibles. Et on verrait à ce moment-là apparaître la possibilité, on la voit déjà en Europe, puisque la plupart des grandes industries sont soumises à un système de quotas. Près de 40%, voire plus, 40 à 50% des émissions de gaz à effet de serre en Europe sont aujourd'hui soumises à un système de quotas d'émissions qui permet d'obtenir des résultats significatifs en matière d'environnement. Donc on a deux accès possibles du point de vue des instruments économiques. Troisième dispositif, alors là aucun économiste n'a eu besoin d'inventer les systèmes de politiques et mesures, puisque c'est en quelque sorte les modalités d'intervention traditionnelles de la puissance publique, des États, qui sont susceptibles, comme puissance tutélaire, d'instaurer un certain nombre de normes, de standards techniques, par exemple sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles. Il y a un accord européen entre l'Union et les constructeurs automobiles sur la réduction des émissions. Voilà donc, alors ce que nous apprend la théorie économique, c'est que en général, les meilleurs systèmes sont des systèmes combinés et qu'il faut à la fois avoir des systèmes de normes, ou bien des systèmes de normes et des systèmes de taxes, ou bien de quotas, et peut-être parfois les trois à la fois. C'est comme ça qu'on peut imaginer avoir un poids pesé sur les comportements individuels des agents. Alors je vais terminer ma présentation sur quelques considérations sur la négociation internationale. Comment les grands États, les grands partenaires internationaux discutent précisément de cette question de la mise en œuvre d'objectifs de réduction et d'instruments économiques. Alors on peut dire qu'aujourd'hui, dans les négociations climat sur le post-Kyoto ou le post-2012, il y a 5 grandes catégories d'acteurs qui sont actuellement réunis en ce moment même à Bali et qui discutent des perspectives d'un accord international pour l'après-2012. Alors il y a les pays industrialisés qui n'ont pas ratifié le protocole de Kyoto. Et bien aujourd'hui, depuis maintenant une semaine, il n'y a plus que les États-Unis, puisque l'Australie n'avait pas ratifié, et le nouveau gouvernement travailliste élu la semaine dernière, une de ses premières décisions a été de ratifier le plus rapidement possible le protocole de Kyoto. Les pays industrialisés ayant ratifié le protocole, c'est l'Europe, le Japon, rejoint récemment par l'Australie. Il y a les grands pays émergents, qui sont vraiment un des enjeux majeurs dans la négociation internationale, la Chine, l'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud. Les pays les moins avancés, qui, comme je le disais hier, sont probablement les premières victimes potentielles du changement climatique. Ce sont des pays avec des écosystèmes et des économies fragiles qui risquent d'avoir à vivre dans les prochaines décennies des changements très importants, des perturbations très importantes dans leurs écosystèmes, leurs économies, leurs agricultures. Donc ce sont les plus menacés. Et enfin, les pays producteurs de pétrole, les pays producteurs d'énergie, qui ne voient pas d'un bon œil, ou du moins qui jusqu'à maintenant n'ont pas vu d'un bon œil les négociations Kyoto, puisque ces négociations ont pour but de diminuer la consommation des produits qu'ils exportent. Et donc ils sont un acteur dans le jeu important. Pour la première fois, il y a également 3 semaines, l'OPEP s'est réuni pour montrer sa préoccupation sur les changements climatiques, ce qui constitue une nouveauté. Alors, je crois qu'aujourd'hui, ce qu'il faut souligner, c'est que beaucoup, dans le passé, ont voulu envoyer Kyoto aux orties. Il y a eu, en France, en Europe, aux États-Unis, de nombreuses voix pour dire que le protocole de Kyoto était un dispositif inapproprié.
le président Bush a été un des premiers à émettre fortement cet avis-là en 2001. Je crois qu'au contraire, aujourd'hui, on est à un stade où il faut revenir à Kyoto. Et de ce point de vue, le retour de l'Australie, la ratification par l'Australie est un phénomène très important. Alors, le prochain levier, le prochain point à débloquer, c'est la situation aux États-Unis. Il apparaît aujourd'hui évident, mais je pense que Catherine évoquera cette question beaucoup plus en détail immédiatement après moi, donc je ne vais pas creuser cette question, mais une des questions, c'est que vont faire les Américains? Il est clair que la politique américaine risque de changer, quel que soit le candidat élu à la fin 2008. Et je vous montre là simplement des scénarios tels qu'ils ont été présentés, rassemblés par le MIT. Ce sont les propositions faites par des représentants au Congrès américain. Et comme vous le voyez, il y a deux familles de scénarios. Il y a une première famille de scénarios en haut qui conduit simplement à une stabilisation des émissions américaines. Et puis vous avez ensuite toute une autre famille de scénarios, réduction de 60 à 80% en 2050. Hillary Clinton a dit que dans son programme, elle a dit qu'effectivement, elle viserait une réduction de 80%. Donc on verra tout à l'heure. Finalement, les perspectives européennes et les perspectives américaines ne sont peut-être pas aussi éloignées qu'on le pense. Et je conclus de la manière suivante. Je crois que sur ces questions, mobilisation des nouvelles technologies, mise en œuvre des instruments économiques, il faut articuler, c'est encore une fois une valse à trois temps, on a déjà vu avant-hier une valse à trois temps, c'est l'action au niveau global, international, national et local. Alors sur ces trois plans, mes conclusions seraient aujourd'hui les suivantes. Je crois qu'il faut garder l'esprit de Kyoto, c'est-à-dire en particulier le système d'objectifs de réduction. Je pense qu'il est nécessaire que nous ayons des objectifs explicites de réduction, quantitatifs, parce que sinon on risque de manquer la cible, on risque de déraper quels que soient nos efforts, on ne sera pas dans la petite fenêtre de tir que je vous ai indiquée tout à l'heure. Il faut donc accepter de donner un prix au carbone. Si on m'en avait dû me demander une seule conclusion, il faut accepter de donner un prix au carbone. En France, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça veut dire qu'il faudra accepter, par exemple, de mettre en œuvre ce qui est dans le dispositif du Grenelle, une contribution climat-énergie, c'est-à-dire une taxe CO2 dans l'essence. Il est évident que ça pose des questions, des problèmes d'équité, des problèmes sociaux importants. Ça percute le problème du pouvoir d'achat. Je crois que c'est un sujet majeur dont la société française doit se saisir et doit probablement débattre. De fait, le processus du Grenelle de l'environnement, de ce point de vue, a été assez positif. Mais il faudra, et c'est aussi ce qui se dit dans le cadre du Grenelle, investir massivement dans le bâtiment pour faire une réadaptation, une réhabilitation thermique de presque la totalité du parc de bâtiments et investir également dans des infrastructures de transport, en particulier infrastructures collectives, afin de rendre acceptables des changements de comportement qui seront de toute façon nécessaires. Je crois qu'il est important de savoir, nous devrons changer nos comportements, autant anticiper de façon à ce que ça se fasse en douceur. Et alors là, c'est dernier mot sur le rôle des collectivités locales. Je pense que les plans climat locaux qui sont actuellement mis en œuvre dans de très nombreuses collectivités locales, alors il se trouve qu'à Grenoble, je participe activement au plan climat local et qu'on s'est inscrit dans une perspective facteur 4 pour l'agglomération grenobloise, c'est un élément clé pour les stratégies locales. Donc en trois mots, Kyoto, Grenelle et Saint-Tropez et les autres, c'est à ces trois niveaux qu'il faut décliner l'action dans le domaine des politiques climatiques. Kyoto, Grenelle, Saint-Tropez. Merci, bravo.